Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À accent grave. Aini Benaï. Victime de la violence des États décédés apatrides. Document officiel de l'Organisation des réfugiés dans le monde. Note d'intention. Note d'intention. La première fois que j'ai pris la parole en public sur la violence, c'était à la demande d'une association marocaine de défense des droits des femmes, spécialisée dans la violence conjugale contre les femmes, à Casablanca. C'était en 1994. Je ne devais plus relâcher mon attention sur la réflexion autour de toutes les violences. J'ai commencé il y a longtemps à réfléchir sur la question de la violence, voire biblio. Personnelle, après l'avoir subie sous toutes ses formes, dans tous ses raffinements, sous toutes ses déclinaisons. Mon œuvre entière clame cette violence que j'ai passivement subie. La violence est d'ailleurs, et le plus souvent insidieuse. On ne l'identifie qu'après l'avoir vécue longtemps, sans la ressentir comme telle. La plus ignominieuse est celle qui constitue certains aspects ou même fondements des coutumes et des traditions, car cette violence-là se veut légitimée par l'histoire, la culture et la civilisation propres à chaque large groupement humain. Elle se veut donc imparable et empreinte d'une fière suprématie. Ce type de violence affecte principalement les femmes et détruit la qualité de leur vie. Persécutée par plusieurs types de police, tous des hommes, pendant 4 ans au Maroc, avant mon intervention en 1994 sur la violence, je n'ai pas trouvé utile d'en parler ou d'en faire étalage. Cette terrible violence des interrogatoires me semblait obscène. Je ne pouvais m'en prévaloir quand le comité Justice et Équité fut instauré au Maroc pour résoudre ma détresse de violentée par le pouvoir politique viril. En 2008, je fus candidate au prix Nobel de la paix. Ce que ne savent pas les personnes d'un large public, c'est qu'on ne peut pas demander en personne à concourir à ce prix prestigieux. On est désigné par des institutions, des associations, des congrégations. Je fus très frappée par le soutien d'un maximum de personnes anonymes pour soutenir ma candidature, mais je n'étais ni assez médiatisée ni assez médiatique ni assez offensive ou transgressive, pour des raisons de réserve et de pudeur développées dans une enfance qui réprimait beaucoup les filles et inhibait tout ce qui pouvait concourir à les rendre confiantes en elles-mêmes et sûres de leur comportement réduit à ce que la morale en exigeait. Ma violence, ou plutôt la violence de ma défense, si elle existe, est inefficace. J'ai constamment tenté de sublimer ce qu'il y a de plus noir en moi, comme cela existe chez tout être humain. C'est ainsi que je ne supporte aucune démonstration de violence, fût-elle positive. Je basais ma campagne pour le Nobel sur un acronyme que j'ai inventé, les non importants personnes, NIP, à opposer aux VIP, personnes dotées des privilèges que je récuse absolument. Ces personnes vraiment importantes, les VIP, sont à la base d'un nombre incalculable de violences qui fabriquent des pauvres, des travailleurs, des anonymes, des mineurs qui meurent au fond des mines d'or et de diamants, des marginaux, des handicapés, des femmes affaiblies, des enfants sans droit, des vaincus de la vie, des personnes violentées par L'. Inégalité matérielle, la dureté des conditions de travail par l'inexistence sociale, violences qui fabriquent, par leur rejet, des fous, des personnes diminuées physiquement ou psychiquement, des esclaves modernes par le fait du sexe ou de l'âge, des laissés pour compte, victimes des aléas de la vie. La violence des riches sur les pauvres, des nantis sur les démunis dans les pays dictatoriaux, des préservés par rapport à ceux qui ont été exposés à toutes les horreurs de la vie humaine, perte d'êtres chers et protecteurs, manque d'opportunités, injustice sociale flagrante, extraction sociale aussi basse que celle des intouchables en Inde. Comment la plus grande démocratie du monde peut-elle tolérer une honte de cette taille ? Traverser de la vie dans des conditions abominables de misère, de relégation, d'indignité, de servitude. De tout cela je me sens comptable. Je veux dire que je veux dénoncer les injustices et les violences, les rendre obsolètes et d'un autre âge. Mon départ dans la réflexion contre la violence s'est fait quand j'ai réalisé que j'étais femme. C'était une énorme catastrophe d'être une femme. Toutes les causes défendant les faibles contre les forts, donc les violents, sont devenues miennes quand j'ai réagi contre la servitude et la force. J'étais dans une extrême faiblesse parce que je suis née femme, et toutes les violences m'ont été portées pour cette raison. Au cœur, au corps, à l'âme. Et pour toujours, on ne guérit pas vraiment de la violence subie. C'est ce que le comité Nobel n'évalue peut-être pas.
La paix, c'est le contraire de la violence, ce ne sont pas des idées abstraites ou des causes parallèles. La violence est brutale. C'est celui qui l'a subie qui peut en être le vainqueur en la dénonçant, en la rendant insupportable, c'est-à-dire en annonçant sa fin. En fait, et comme je viens de le poser brutalement, ayant subi une trop grande quantité de violence dans ma vie, ayant été traumatisé à vie par ces violences, claquemuré dans une souffrance jamais vraiment dite mais diluée dans des livres, essais, romans, nouvelles, poésie, j'ai voulu aller beaucoup plus loin dans la compréhension des phénomènes de violence et parce que j'ai tenté depuis longtemps d'analyser un maximum des aspects du féminin. Je me suis rendu compte que la violence machiste sur les femmes dans le monde entier, à travers l'espace et le temps, est universelle, terrible, et qu'elle a des explications multiples, multiformes et plurielles. Partie de ma souffrance, je voudrais arriver à l'analyse de la violence qui l'a causée, pour au moins la comprendre, à défaut de l'anéantir, étape nécessaire pour la diluer, à peine au moins. J'ai subi la violence du lieu de ma naissance et de son temps, j'ai subi celle de l'éducation, j'ai subi celle du pouvoir des adultes, j'ai subi celle du colonialisme, celle de la mort du père, celle de mes camarades parce que j'étais orpheline donc inférieure, celle des hommes tutélaires, celle des politiques, celle des religieux, celle des professeurs, celle des hommes, celle des garçons et des professeurs à l'université, celle du système, et bizarrement aussi celle des femmes. La violence contre les femmes n'est pas un fait familial, social ou culturel isolé. Elle est extrêmement multiforme et a des origines très nombreuses et totalement intriquées. Ce sont certains stades du développement anthropologique humain qui expliquent la violence contre les femmes. Une partie de la violence développée contre les femmes provient des femmes elles-mêmes. Aujourd'hui, comme il est possible de voir l'émergence de la violence des femmes elles-mêmes dans des proportions plus que notables ou visibles, on va comprendre comment les flux de violence se répercutent les uns sur les autres. J'ai longuement hésité à faire et à finir ce livre. L'été 2010, je m'y remettais consciencieusement parce que pour arriver au contraire de la violence, il faut poser ces questions. Est-ce la paix? Le calme? La sérénité? La douceur, le bon et le chaud, la tendresse, la confiance, le silence et sa musique, la lenteur, la sublime beauté des jours qui passent et encore plus de belles choses, pour fabriquer la tranquillité chez les humains. Il faut démonter la violence dans tous ces systèmes, l'expliquer, la contraindre par les explications, à se rendre à ce qu'elle est. Une horreur et une abjection. J'espère avoir fait le tour de tout ce qu'elle est et de tout ce qu'elle implique. La douleur, la souffrance, la déchirure, l'insupportable, l'explosion, l'échec, la mort, la faim. La violence, c'est faire mal à quelqu'un qui va avoir mal. Je ne suis sensible à tout ce que je viens d'écrire que parce que je suis femme. Je veux dire que j'ai vécu ma vie de façon intolérable parce que je suis née, en tant qu'être humain, de sexe féminin. Cela a été souvent une malédiction. La culture dans laquelle je suis née est impitoyable avec les filles et les femmes. Ce que je ne veux plus pour aucune fille ou femme au monde. Être maudite parce que née fille ou femme. Subir un milieu analphabète et moyenâgeux. Mon combat pour la paix est de plus en plus fort, au fur et à mesure que j'avance dans la vie. Ce livre est un possible édifice de plus à la construction de la paix. Je vais essayer d'expliquer comment s'enchaînent les violences et comment on peut les déconstruire, et en quoi les femmes sont au centre de cette problématique. Les livres trop scientifiques restent illisibles. Les essais trop vulgarisés perdent leur force. Ici, il sera tenté un long chemin de preuves et de faits pour déconstruire la violence. Sa déconstruction est le début de sa disparition. Si c'est une utopie, toutes les utopies ont paru impossibles. Et puis un jour, elles sont devenues réalité. Casablanca, février 2018. Introduction. La violence est omniprésente et elle infeste même la société des enfants. Un garçon de 12 ans meurt, de stress émotionnel, après une bagarre contre un autre garçon et une fille de 11 ans à Meaux, Seine-et-Marne, France, au collège Albert Camus. Karl avait une malformation cardiaque grave. Le Monde quotidien, Paris, du 24 et 25 décembre 2006. La condition humaine est difficile à assumer ou problématique car bien peu des problèmes humains fondamentaux ont été résolus. Mort, séparation, deuil, angoisse existentielle, stress, guerre, maladies physiques et psychiques, épidémies, catastrophes naturelles, menaces nucléaires, pollution dramatique de la Terre. Aux origines, il y a la violence et peut-être est-ce le système fondateur des relations entre les individus pour réguler leurs rapports.
La violence a existé dès les origines et elle a accompagné la propagation des humains sur la Terre. Un crâne humain archaïque vieux de 150 000 ans porte des traces de violence et de graves traumatismes. Ce serait l'un des cas les plus anciens avérés d'agression humaine. Eric Trinkos, Université Washington de Saint-Louis, USA, Anthropologie. Jean Guilaine, professeur au Collège de France, Sciences et Vie numéro 747, mai 2009, écrit « S'il est difficile de mettre en évidence l'origine de la violence chez l'homme, on sait qu'elle s'exprimait déjà chez Homo antecessor au cours du Paléolithique ancien. À Atapuerca, sur le site espagnol de Grandolina, on a identifié des traces de violence et d'actes de cannibalisme des moins 800 000 ans. Les plus anciennes traces de conflits armés impliquant des groupes d'individus, retrouvés au Soudan au Djebel Sahaba, sont datées d'il y a 12 000 ans. Scène de guerre, peinture rupestre. Prison de Tuol Seng, Cambodge. Restes du génocide et de la guerre intestine cambodgienne. Années 70 du XXe siècle. En tant qu'elle est opération de l'autre, chacun tend donc à la mort de l'autre. Hegel, La phénoménologie de l'esprit, tome 1 Aubier, page 159. Le but de l'autre instinct Thanatos est de briser tous les rapports, donc de détruire toute chose. Il nous est permis de penser que l'instinct de destruction, que son but final est de ramener ce qui vit à l'état inorganique, et c'est pourquoi nous l'appelons instinct de mort. Freud, abrégé de psychanalyse, PUF, page 7. Par suite de cette hostilité primaire des hommes les uns envers les autres, la société de la culture est constamment menacée de désagrégation. Freud, Le malaise dans la culture, PUF, page 54. La violence du temps creuse dans l'âme des pertes irrémédiables, mémoire fissurée, croulante. De même, elle creuse dans la chair avec une aveuglante et précise efficacité cette empreinte qui se nomme vieillissement. Permanente et inflexible violence du vieillir, page 53. Malgré foudre et embrasement, aveuglante et mortelle lueur qui nous ont jusqu'ici éclairés, les voies et voies qui conduisent à la violence nous demeurent obscures. Page 78. Roger Dadoun, La violence, optique Attier. Définition et généralité. Il est important de comprendre les composantes intrinsèques de la violence, c'est-à-dire l'agression et l'agressivité. Toute violence ne peut exister sans ses pulsions et modes de réaction. Une personne n'est violente que parce qu'elle possède en elle de l'agressivité dont le niveau est très variable. En second lieu, la personne ne peut être violente que si elle permet à cette agressivité d'abréagir et de s'exprimer. D'autre part et de la même manière, la violence peut être sourde et hanter toute la vie d'une personne qui la réprime dans la dépression ou le suicide ou l'exprime, jusqu'à la torture ou au meurtre qu'elle peut commettre. Il faut donc commencer ce travail sur la violence par l'analyse de l'agressivité. Il est important de noter que l'agressivité et la violence ont été exercées préférentiellement contre le sexe féminin, ce qui reste à être compris. En fait, l'agressivité et la violence s'exercent contre les faibles. Qu'ils soient des femmes, des enfants, des vieillards, des démunis, des colonisés, des esclaves, des personnes de race méprisées, des malades, des handicapés, queer, etc. L'agressivité et l'agression. Le rôle de l'agression, dans ce qu'on peut appeler le grand orchestre des pulsions, agirait comme moteur et motivation dans des comportements qui n'ont à première vue rien à voir avec elle. Une bonne dose d'agressivité entre souvent dans les liens les plus intimes et les plus personnels qui puissent exister entre les vivants. L'agression est une forme ou une autre de combat, de lutte, d'hostilité ou de mode de communication négatif. Elle est diverse et complexe. Ici, elle nous intéresse en ce sens que sans agression, il n'y aurait pas de violence. La violence, quand elle s'exprime, est une agression issue de l'agressivité. Inversement, l'agressivité est toujours en rapport avec la violence. En déconstruisant agressivité, agression et violence, on comprendra mieux comment et pourquoi les femmes sont les victimes désignées de la violence depuis la nuit des temps. L'agressivité et l'agression existent même chez les bébés. Fait divers. Traumatisme crânien pour le bébé mort dans une pouponnière à Paris. Les enquêteurs n'écartent pas l'hypothèse qu'un ou plusieurs enfants l'aient jeté par terre. Le 16 septembre 2012, le bébé d'1 mois et demi, nourrisson de sexe féminin, retrouvé mort sur le sol d'un dortoir dans une pouponnière municipale du 13e arrondissement à Paris, décédé suite à un traumatisme crânien peu de temps après son arrivée à l'hôpital.
La victime présentait des traces de morsures au niveau du visage. Un enfant de 3 ans, connu pour mordre d'autres enfants et pour les réveiller, se trouvait non loin au moment de la découverte du drame. La petite fille, placée dans cet établissement spécialisé géré par la mairie de Paris, à la suite d'une décision de justice, dormait avec 3 autres enfants dans un dortoir, dans un lit à barreaux. La chute inexpliquée du nourrisson aurait eu lieu en l'absence de la puéricultrice occupée ailleurs. La fillette fut découverte gisant sur le sol par un agent de surveillance lors de sa ronde. Cet enfant de 3 ans pourrait l'avoir jeté au sol, les circonstances de son décès restant à établir, comme l'implication éventuelle de 2 autres enfants de 3 ans partageant la chambre de la victime. Ce fait divers est troublant car il démontre, et ce n'est pas la première fois, l'agressivité naturelle des humains, vu l'âge extrêmement précoce de ces petits meurtriers. Serait-ce que la violence est ontologique et fait partie de la constitution même de l'être humain? A-t-il domestiqué cette violence essentielle et jusqu'à quel point? L'agressivité humaine en somme ne serait pas mauvaise en soi. Tout dépendrait de son importance et comment elle est utilisée et canalisée. Elle doit de toute façon être sublimée. Elle est comparable à l'angoisse, qui à un niveau normal, son motif premier est l'information sur le danger pour que l'individu puisse s'en défendre, est un moteur et une forme d'impulsion vers l'action. On a eu également les cas de Suède et d'Angleterre. Là, les faits s'étaient déroulés à Liverpool, en Angleterre en février 1993. John Venable et Robert Thompson, alors qu'ils étaient âgés de 10 ans, avaient enlevé un bébé âgé de 2 ans dans un centre commercial de Liverpool. Ils l'ont ensuite torturé puis frappé à coups de briques et barres de fer, avant de le laisser pour mort sur un rail de chemin de fer, dans l'intention qu'un train, en l'écrasant, dissimule leur crime particulièrement horrible, pour lequel ils avaient été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. John Venable avait bénéficié d'une liberté conditionnelle en 2001. Il n'en a pas respecté les termes et se retrouva encore, à 27 ans, derrière les barreaux. La violence est-elle ontologique et constitutive de l'être humain? L'hypothèse majeure de ce livre est que l'agression et l'agressivité, au fur et à mesure de l'établissement de la civilisation, se sont développées contre les filles et les femmes en général et en majorité, pour alléger, en quelque sorte, la masse totale de la violence dans les groupes humains. Cette agressivité a été le fait des hommes sur l'élément féminin. L'agressivité a plusieurs définitions, qui toutes décrivent l'une de ses composantes. L'agressivité est la tendance à attaquer, pulsion souvent provenant d'un déséquilibre psychologique d'un individu, se traduisant par son hostilité permanente à l'égard d'autrui. L'agression est l'acte qui consiste à porter l'agressivité vers un tiers, ou sur un objet ou vers un but. Elle est comprise comme une manifestation de l'union-désunion des pulsions de vie et de mort, selon la théorie des pulsions décrite par Freud. Le dualisme agressivité-sexualité lui correspond, la pulsion destructrice prenant le dessus à l'occasion de la désunion, déclenchant le comportement agressif. En éthologie, science des comportements animaux, l'agressivité se comprend comme un instinct lié à la survie, à la défense, à l'instinct de reproduction suscitant la concurrence entre mâles, à l'instinct maternel ou parental lorsqu'une femelle ou les parents protègent leurs descendants. Elle est signe de dureté, de combat, de violence, d'acharnement contre le congénère, de conflit où la force est en jeu. L'agression intraspécifique est plus ancienne que la mise en place de liens personnels stables entre congénères, résultant d'une invention adaptative postérieure de la vie. L'agressivité, une des modalités du comportement des êtres vivants, particulièrement de l'être humain, se reconnaît à des actions où la violence peut être dominante. Konrad Lorenz, le maître de la discipline éthologique, a beaucoup fait avancer la compréhension des phénomènes d'agressivité animale. À l'état naturel, jamais un tigre ne se battra avec un lion ou un crocodile qui ne sont pas concurrents pour ses intérêts vitaux. L'expression « lutte pour la vie » est fausse. Elle suggère une lutte générale entre espèces différentes, alors qu'il n'y a que 2 types combats, ceux qui opposent la proie à son prédateur et ceux qui naissent entre 2 concurrents avec des motifs différents. Des photos séquentielles montrent qu'en attaquant, le lion n'exprime aucune agressivité envers sa proie, ne grogne pas, ne rabaisse ses oreilles, sauf s'il a une proie capable de se défendre âprement.
proche de l'agression et la contre-offensive de l'animal attaqué quand il peut inverser la situation et harceler son prédateur naturel. Corneilles et oiseaux se regroupent de jour pour harceler les hiboux et autres prédateurs nocturnes, les repoussant de leur territoire pour qu'ils chassent ailleurs. Bovins et porcs domestiques ont gardé l'aptitude à se grouper pour faire front contre le loup. L'agressivité, tempérée par la peur, permet une répartition finalement équitable du territoire entre les membres d'une même espèce, de sorte que l'ensemble en profite. C'est probablement ce qui légitime encore de nos jours les tracés des frontières et les nationalismes, trace immémoriale de la défense du territoire par l'animal humain, quand il a accédé au stade d'Homo sapiens sapiens. Lorenz remarquait que les dompteurs de fauves travaillaient à la limite d'une zone critique. Pour que l'animal obéisse, il doit être gêné, sans se sentir pour autant véritablement acculé et brimé, sinon il attaque, phénomène présidant à un grand nombre de relations sociales humaines. Ce sont, par exemple, nombre de relations employeur-employé. Dans les d'espèces où l'un des deux parents prend soin des petits, c'est seulement ce sexe-là qui manifeste de l'agressivité envers les congénères qui est donc nécessaire à la survie. En groupe, il se crée des relations interindividuelles, chez les individus partagent le même territoire, ce qui augmente inexorablement la motivation d'agression. La sélection naturelle a permis ce rapprochement, en permettant de détourner l'agressivité envers un ennemi commun. Lorenz a démontré, chez toute espèce animale, l'existence de l'agressivité se rapportant à la territorialité et à l'accouplement, comme facteur nécessaire à sa conservation, la comprenant donc plus comme un élément vital que comme un instinct de mort. Avec ironie, il compare animaux et humains, citant les crises de colère de sa vieille tante veuve qui vivait seule avec sa bonne et la persécutait d'autant plus qu'elles étaient devenues intimes, jusqu'à ce que la vieille dame se sépare d'elle pour recommencer le même processus avec une autre. Il a démontré plus sérieusement que la parade nuptiale de plusieurs espèces animales est une variation du comportement d'agression, consistant en une attaque entre le mâle et la femelle. Cela expliquerait comment l'homme se croit, naturellement, le prédateur sexuel de la femme. Dans le cas contraire, quand la femme est puissamment désirante, elle est vécue comme une débauchée, une dépravée, une pute ou une hyène, une nymphomane, aujourd'hui comme une cougoire, femelle du puma, félin prédateur. C'est l'homme qui drague, qui chasse, qui fait des avances, etc. Tout comportement de séduction plus ou moins violente dans la recherche de la partenaire sexuelle. La femme n'a pas à démontrer qu'elle a envie d'un homme, c'est un sujet tabou pour elle. Elle ne peut que, de façon détournée et permise par les codes sociaux, séduire l'homme. Le terme de cougoire, anglicisme popularisé en français en 2009, avec la diffusion de la série télévisée Cougarton, entériné en 2011 par les dictionnaires, est un terme argotique abondamment employé par la presse des années 2000, qualifiant des femmes ayant des relations avec des hommes plus jeunes qu'elles. La définition la plus simple et la plus largement utilisée est celle d'une femme de 35 ans ou plus, sikh, qui sort ou cherche à sortir avec des partenaires ayant au moins 8 ans de moins qu'elle. Ces hommes sont alors appelés toy boys, garçons jouets ou lionceaux, en référence au film américain de 2009 Toy Boy de David Mackenzie. Le toy boy est un jeune homme qui a une relation avec une femme plus âgée de 8 ans ou plus, la cougar. Il rechercherait, et ce peut être ne pas être le cas, soit une femme qui conjugue la dimension maternelle et la dimension sexuelle, on peut presque parler de mère sexuelle. Soit une initiatrice, qui va lui apprendre la vie et le sexe. Il a toujours été normal que la femme soit toujours plus jeune que l'homme dans les relations de mariage, d'amour et de sexe, la femme plus âgée étant toujours considérée comme un sous-produit de la féminité érotique et sexualisée, attirante et séduisante. Cet essai de compréhension du phénomène du rapprochement sexuel aide à cerner tous les phénomènes de la sexualité humaine, qui n'est qu'une démarche animale évolutive, ses codes, ses violences, ses déroulements et ses analogies avec la sexualité animale, physiologiquement et psychologiquement. La prédation, les droits virils naturels, la fierté d'être un homme, la complicité entre hommes sur leur puissance sexuelle, tout cela fait des femmes des êtres lésés dans leur désir sexuel et leur plaisir. Certaines féministes nord-américaines comme Mary Daly ont expliqué qu'il fallait dépasser ces insatisfactions,
attendre le bon plaisir de l'homme, attendre qu'il veuille bien avoir le rapport sexuel avec la femme désirante, par l'homosexualité dans laquelle une femme savait de toute façon mieux ce qu'il fallait à une autre femme. Dans l'introduction à Gynecology, The Metaethics of Radical Feminism, Mary Daly, 1928 à 2010 écrit. Ce livre sera certainement accusé d'être dirigé contre les hommes. Tous les écrits féministes, même les plus circonspects et les plus conciliants, reçoivent cette étiquette. Ce cliché rebattu sert à assourdir, abrutir et brouiller les pistes. Il rend difficile d'entendre ce que disent les féministes radicales, même parfois entre nous. Les femmes et tout ce qui nous est proche, la terre, la mer, la voûte céleste sont l'objet d'attaques réelles mais non reconnues, victimes du patriarcat qui les cible comme l'ennemi lors de toutes ces guerres et dans toutes ces professions. Des œuvres féministes fournissent d'abondantes preuves de misogynie chez les autorités de tout domaine et de toute société dominante, à travers les millénaires de patriarcat. La lutte sélective pour l'existence, exemple animalier. L'application de la théorie animale à l'homme est hasardeuse, mais il persiste pourtant indéniablement des traces de la sauvagerie animale chez l'être humain. Un grand nombre de violences contre les femelles animales pourraient être transposables aux relations entre hommes et femmes qui ont été désignées à souffrir de l'agressivité, de l'agression et de la violence des hommes. Tout regroupement social ne peut exister que par réorientation de l'agressivité interindividuelle contre un ennemi commun, nation contre nation, classe supérieure contre inférieure, syndicat contre patronat, parti politique contre un autre, équipe contre l'adverse, homme contre femme, etc. L'agressivité n'est pas mauvaise en soi, composant bon nombre de facultés humaines les plus nobles, comme l'enthousiasme militant, la compétition sportive, etc. En l'éliminant, on perdrait beaucoup de l'élan avec lequel on s'attaque à une tâche ou à un problème. L'enfant ne fait connaissance avec l'agressivité que lorsqu'il la vit, dans sa famille, avec ses parents ou des tiers ou qu'il observe ses animaux domestiques se battre. Mais l'exemple du bébé tué à 1 mois et demi par des enfants de 3 ans est très troublant, voire plus haut. Ces enfants meurtriers sont-ils le produit d'un milieu pathologique ? Grâce à la compréhension de l'enchaînement des causes naturelles, on peut comprendre les phénomènes d'agressivité et de violence humains. L'importance dans l'apprentissage de l'agression est connue, à partir de modèles dont la charge émotionnelle est forte. Les jeunes délinquants ont souvent une histoire familiale d'enfants battus ou martyrs. Les approches cliniques soulignent l'importance des facteurs traumatiques dans la formation des personnalités agressives et celle des séparations et des crises du milieu familial. Les groupes où l'agressivité et la violence jouent un rôle d'initiation, d'intégration ou d'expression, enfants des rues, groupes de jeunes délinquants, bandes de supporters et de hooligans, rockers, marginaux, mafieux, gangs, yakuza japonais, contrebandiers, voleurs en bande, racketteurs, groupes de jeunes se droguant en commun, trafiquants et dealers de drogue et de stupéfiants, lobbies, etc., sont de plus en plus nombreux. Les relations aux femmes sont très spécifiques dans ces milieux où le rôle agressif actif des femmes est de plus en plus visible, l'environnement les convertissant à la violence. On peut considérer l'agression intra-espèce, dans la situation culturelle historique et technologique humaine actuelle, comme dangereuse, car elle n'a pas désamorcé l'agressivité et les conflits considérés comme inhérents à l'espèce, ou même constitutifs. L'agressivité normale peut s'exprimer à l'égard des congénères en hétéroagressivité, ou à l'égard des autres êtres vivants ou à l'égard du monde matériel tout entier. Chez l'être humain, dévié de sa voie primitive, élaboré par un lent mouvement d'apprentissage de la défense et du désir de survie et de protection, elle peut se manifester contre des objets et même se retourner contre soi en auto-agressivité, ressort inconscient des suicides. Attitudes ou gestes agressifs sont plus ou moins tolérés par les codes sociaux et leurs conséquences sont variables d'une société à l'autre, d'un groupe social à l'autre et selon les époques, avec des différences notables entre les peuples et les cultures, certains conditionnés à l'agressivité la plus extrême par leurs croyances, éducation, valeurs et comportements même les plus ordinaires. L'agressivité pathologique existe à des degrés divers dans les tableaux cliniques de troubles de la personnalité de type névrotique, psychotique, psychopathique ou épileptique, c'est-à-dire dans toutes les formes de troubles psychiques. La violence accompagne l'idée d'un dérèglement, on touche à un des aspects essentiels de son aspect performatif. La violence aurait la capacité d'agir,
l'idée de violence étant étroitement liée à celle de transgression des règles, chargée de valeurs positives ou négatives attachées à la transgression. Avec l'évolution des mœurs, la répugnance à tuer a augmenté, mais la facilité technique d'exécuter un meurtre et son impunité émotionnelle se sont accrues. L'homme qui appuie sur un bouton nucléaire est complètement protégé des conséquences perceptives de son acte. Ce qui est vrai de la guerre atomique se vérifie dans une simple scène de chasse. On aurait infiniment moins de chasseurs si chacun devait tuer le gibier avec ses ongles et ses dents, et ainsi réaliser, de par ses émotions, ce qu'il accomplit effectivement à distance. La chasse reste un privilège et un apanage masculin. Avec le temps et les effets de la sélection naturelle, différentes techniques d'inhibition de l'agressivité se sont mises en place, agressivité qui est davantage idée d'une énergie dont les diverses cultures optimisent les formes d'expression. Les rites sont des manifestations codifiées, substituées à des actions d'agressivité stériles ou néfastes, en des rites sacrificiels ou en des danses guerrières, par exemple des Indiens d'Amérique ou autochtones de Nouvelle-Zélande. 1. L'agressivité humaine. Souvent employé de manière métaphorique, le terme agressivité désigne une violence physique ou verbale ou de toute autre nature, manifestée avec une intention hostile. De façon familière ou ordinaire, on dit des personnes agressives qu'elles sont méchantes, acariâtres, fielleuses, dures, sans cœur. Le développement cérébral s'est fait à travers l'évolution de l'espèce humaine en structure plus ou moins récente, du cerveau reptilien, partie la plus ancienne, au cerveau limbique, gouvernant émotions et mémoire, enfin au néocortex, partie la plus récente, siège des activités intellectuelles. On peut observer des cas de chamerage chez l'animal ou l'humain, comportement exprimant un état de rage violente, sans raison apparente, dans l'environnement immédiat, cas illustrant les contes et légendes du loup-garou, homme-loup qui naît d'un homme ordinairement paisible, lors des lunaisons. Cette rage émane des décharges du système limbique cérébral, sans aucune intention de la personne, démontrant la part organique de l'agressivité. Dans les phénomènes de violence que subit la femme, principalement dans son couple, il faudra savoir que beaucoup des hommes violents doivent être traités en psychiatrie, en tant que malades mentaux ou personnes présentant un ou des troubles neurologiques ou psychiques. Devient-on agressif sous diverses influences ? Il reste difficile de dire que l'agressivité, même la plus violente, est innée et qu'elle naîtrait en même temps que l'enfant. Au niveau social, cette agressivité physique est un moyen de communication, forme d'interaction plus ou moins normale dans un groupe social et d'un groupe à l'autre. Exemple filmé des débats se finissant parfois en bagarre dans les parlements, ou bien aux États-Unis, où une femme mariée à un marine qui la battait fréquemment a été acquittée dans son procès de l'accusation d'avoir tranché avec un couteau de cuisine le pénis de son mari. Le jury trouva que l'agressivité est une forme d'interaction normale, dans ce couple où l'un n'est pas plus coupable que l'autre. En psychiatrie, on constate l'agressivité dans les crises de manie furieuse, déchaînement très violent d'émotions et de pulsions, dans les crises classiques des schizophrènes, des psychotiques, des épileptiques, des alcooliques et des drogués et de certains graves déséquilibrés. Dans une approche écosystémique, l'agressivité humaine est bâtie sur le fondement physique de la biosphère nécessaire et insuffisant sur lequel se déploie la sociosphère des congénères et des collègues qui produisent les idées de la culture dans la noosphère. C'est une hiérarchie en niveau de contrainte ou de dépendance, de la théorie des contextes d'Anthony Wilden. Henri Laborit a popularisé cette hypothèse dans son livre La Nouvelle Grille et dans le film Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais. L'hystérie est un terme péjoratif appliqué aux femmes en psychiatrie classique, l'origine du mot étant en grec eustera utérus. On dit des femmes sans même savoir ce qu'est la maladie qu'elles sont hystériques, ce qui est péjoratif. L'agressivité de la femme dite hystérique n'est qu'une démonstration classique, par le corps, de troubles inconscients. Une femme ne tue pas quand elle fait une crise d'hystérie. Elle exprime seulement sa très grande souffrance, dans une posture qui est celle du coït, dans la grande crise dite à la Charcot, du nom du découvreur français de la maladie. L'hystérie est aujourd'hui appelée histrionisme. L'histrionisme est le fait du jeu d'un mauvais comédien, dans la classification internationale DSM-V. Sans hostilité, la violence n'a plus le caractère agressif. Ce serait la joute amoureuse des amants passionnés ou le débat intellectuel de haute intensité. Une querelle a une violence verbale caractérisée par une hostilité manifeste.
mais une violence dans l'action constructive est appelée dynamisme. Des individus aux nations, l'agressivité suit la trajectoire de crise et conflit en polémologie. Elle se situe au niveau corporel, social et culturel. Au niveau culturel, la violence physique est plus ou moins valorisée d'une population à l'autre, d'une époque à l'autre. Au niveau social, cette violence physique est un moyen de communication, une forme d'interaction, plus ou moins normale, d'un groupe social à un autre. Violence domestique, violence urbaine, violence scolaire et d'autres formes d'incivilité sont des formes de communication, visibles, plus dans certaines populations ou certains pays, mais elles sont partout constatables. 2. Biologie de l'agressivité. On a beaucoup avancé, affinant la compréhension biologique des phénomènes agressifs. La neurophysiologie distingue des types d'agressivité différents selon les circuits neurologiques en cause. Agressivité du mésencéphale proche de l'irritabilité diffuse et de la peur. Agressivité du diencéphale liée aux colères. Agressivité limbique et corticale qui fait intervenir les éléments symboliques, historiques et passionnels. Les neurosciences situent les sites importants dans le déclenchement des déferlements d'agressivité sur les aires frontales et préfrontales du cerveau. Traumatisme crânien et lésions cérébrales précèdent souvent les actes de violence. Le syndrome du dyscontrôle épisodique apparaît momentanément en un comportement violent à cause de perturbations chimiques cérébrales, l'affaiblissement du contrôle indiquant une prédisposition à l'agressivité déjà installée. Ces relations entre agressivité et neurologie sont confirmées par les manipulations pharmacologiques de l'agressivité. Les tranquillisants et les drogues qui traitent les dérèglements de l'humeur régulent l'agressivité dans les sociétés contemporaines. D'ailleurs, la consommation mondiale de tranquillisants est absolument ahurissante. Dans l'enfance, une encéphalite peut provoquer plus tard des crises d'épilepsie convulsive après lesquelles les malades peuvent présenter de gros troubles du comportement, avec entre les crises, des explosions de colère et d'attaques impulsives suivies de remords pour cette inconduite. C'est dans l'éventail complexe de la distribution des relations humaines que ces différentes agressivités et violences tissent des liens, à l'intérieur des couples et entre parents et enfants. La capacité de violence agressive est présente en chaque être humain, dont le contrôle peut être diminué par des facteurs biologiques ou psychiques. Les personnes agressives ont un héritage biologique des facteurs influençant leur réseau de neurones et neurotransmetteurs. L'inhibition a aussi une fonction clé dans les émotions agressives. Une personne ivre laisse émerger des sentiments et des comportements sans contrôle et sans inhibition. Certains médicaments augmentent l'agressivité, la marijuana la réduit, mais combinée avec certaines substances chimiques, concoction connue dans la rue sous le nom de vaisseau d'amour, elle produit fréquemment une explosion agressive, parfois mortelle, parmi les toxicomanes. La connaissance, le jugement et le raisonnement sont écartés chez l'individu à la merci de ses pulsions agressives, l'absorption de substances chimiques n'étant pas la seule source de violence subite et incontrôlée. Les polytoxicomanies, l'intoxication involontaire aux solvants industriels ou ménagers, les renifleurs de colle s'intoxiquant à l'acétone, la colle cellulosique, les pesticides, les substances saturnines, l'alcool ou certains médicaments, l'hypoglycémie, induisent l'agressivité. Dans les couples où il y a violence sur la femme, l'alcool, très fréquemment, désinhibe le contrôle de la violence, avec changement de comportement par altération de la conscience et du jugement. Les expressions populaires de vin joyeux, vin triste, vin silencieux, in vino veritas, montrent que l'alcool modifie les comportements, l'humeur ou l'inhibition, créant dans les classes populaires ou défavorisées jusqu'à récemment la masse des agressions sous l'effet de l'alcool, dont sont victimes en majorité les épouses ou les compagnes d'alcooliques. L'agressivité clastique est une des formes possibles de ce changement de comportement. Mon patient Karim se sentait devenir un lion, une fois fin saoul et bourré de cocaïne, à la sortie des boîtes de nuit, au petit matin, et pouvait se battre et gagner contre plusieurs hommes, ce qui, sobre, il est très pacifique alors, ne pouvait absolument pas arriver. L'alcool est responsable dans une très grande quantité de cas, d'agressions conjugales, de viols et d'agressions multiples. L'alcoolisme existe dans toutes les classes sociales et non plus seulement et presque uniquement dans les milieux populaires ou ouvriers. L'absorption d'alcool chez les plus jeunes a été banalisée et valorisée. En grande quantité, elle devient mortelle avec l'adjonction d'alprazolam et d'ecstasy. En désinhibant les instincts et l'agressivité,
l'alcool est devenu un fléau, même chez les femmes qui voient toutes leur self-control altéré par l'éthylisme. Ma patiente Salwa raconte comment, totalement saoule, j'aime le vin, elle se ranime avec des lignes de cocaïne. Elle est devenue la victime d'une bande de trafiquants qui la prostituent, la drogue, la pourvoient en alcool en lui prenant ses gros gains de la prostitution, car elle est spécialiste des moyens orientaux qui paient grassement. Casablanca, consultation d'avril 2013. La cigarette, l'alcool et les drogues consommées par des jeunes femmes, avec des polytoxicomanies en croissance permanente dans la fraction féminine de toutes les sociétés, est un phénomène absolument désastreux. Leur vie est dissolue et elles sont les victimes consentantes de systèmes modernes d'aliénation des femmes. Le nombre de morts de femmes par cancer lié au tabac, par exemple, a été multiplié par 10 dans le monde. La chimie du cerveau et les déséquilibres hormonaux peuvent faire comprendre les sautes d'humeur dont l'exemple illustratif est le syndrome prémenstruel chez la femme ou le déferlement de testostérone, l'hormone mâle chez l'homme. Un profil prédictif d'enfants délinquants, pouvant les conduire ultérieurement à des violences meurtrières, suit un schéma comportemental d'agressivité apparu dès l'enfance, avec d'autres éléments dans le passé des meurtriers. Maladie mentale dans la proche parenté, abus parentaux en termes de violence familiale, abus sexuels et ou incestueux, problèmes neurologiques et traumatismes crâniens, etc. L'excès de mauvaise humeur ou une tendance marquée à chercher querelle sont typiques des agressifs et des violents, qu'ils soient hommes ou femmes. Il y a souvent enchevêtrement des facteurs sociaux et biologiques dans un comportement violent. L'agressivité et la violence dans le couple parental, parfois mode ordinaire de communication et d'interaction dans le milieu familial, ne conduisent pas forcément à des violences meurtrières plus tard, à moins que l'enfant élevé dans ce milieu n'ait eu des polytraumatismes très graves et différents dans leur nature, traumatisme crânien dans les coups et blessures infligées dans cette violence familiale, ajoutés à des antécédents psychotiques dans la famille, abus sexuels, etc. Le traumatisme est un ensemble des troubles physiques ou psychologiques, chocs, commotions, ébranlements, causés par une blessure ou un choc émotionnel violent. Il y a souvent enchevêtrement des facteurs sociaux et biologiques dans un comportement violent. Les filles deviennent elles aussi de plus en plus agressives et capables d'actes de délinquance. C'est un glissement de l'ensemble des sociétés vers la violence. Le suicide, dans toutes ses formes, est une violence agressive retournée contre soi et contre l'autre que l'on aurait voulu tuer, acte que l'on s'interdit de faire. En se tuant, on tue aussi, toujours, un autre, la personne la plus significative du conflit psychologique, ou d'autres personnes dans les cas de suicide d'honneur ou politique. L'agressivité peut être une voie de sortie du désespoir extrême, dans la dépression et ses formes extrêmes. Les statistiques révèlent une corrélation entre auto-agression suicidaire et agression tournée contre autrui, comme si une même agressivité pouvait se tourner soit contre le sujet, soit contre l'extérieur. Certains crimes passionnels sont pour le meurtrier narcissique des suicides aux dépens d'autrui. Ces explications utiles dans ce contexte sont apportées dans le but de l'analyse dans toutes les possibilités de rencontres et de liens entre personnes, pour comprendre comment existent et se déclenchent des conflits, des drames, des meurtres, des viols, des agressions multiples. Dans la masse de personnes en présence dans le monde, interagissent l'hérédité, la personnalité et le caractère, le milieu, la famille, la qualité de l'enfance, l'environnement par le voisinage, le quartier et la ville, le niveau de vie, les manques et dénûments, les lois culturelles imposées aux individus par la famille et le groupe, les préjugés et mentalités archaïques et tout cela est en perpétuelle interaction. Les moins protégés et les moins défendus contre les agressions et l'agressivité sont en majorité, et partout les filles et les femmes. 3. Sociologie et anthropologie de l'agressivité. À certains moments, les sociétés valorisent et favorisent l'agressivité, dont la guerre est l'expression extrême, organisée et collective, cultivant la querelle, les disputes de voisinage, la guerre civile permanente, la colère dans la rue, bloquant la vie sociale et économique par des grèves. Certains peuples sont considérés par d'autres comme étant très agressifs. C'est le cas de tous ceux que l'on appelait les barbares, les Vandales, les Vikings, les Mongols, les Turcs, les Achichines étant ces guerriers drogués que l'armée turque envoyait massacrer les ennemis. Le mot a donné du reste le terme « assassin ». D'autres cultures valorisent et favorisent la finesse et les relations pacifiques, cultivant la conciliation et le compromis en art de vivre.
On s'accorde à croire à tort ou à raison qu'une hypersensibilité, un plus grand nervosisme et une susceptibilité à la vindicte, à la hargne. On s'accorde aussi à penser que la grogne et la rogne sont remarquables chez les petites gens, petites par leur stature physique ou par leur statut social, leur agressivité compensant leur sentiment d'infériorité. L'agressivité varie en fonction des époques et des périodes. En ex-Yougoslavie, des ex-ennemis sont arrivés à tisser des liens après une guerre sans partage dans les années 1990. La devise de l'UNESCO exprime l'idée que la guerre est dans l'esprit des hommes, et que c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut ériger les remparts de la paix. Mais le plus fréquent jusqu'aux révolutions féministes, c'est la valorisation de la virilité, du fier état de l'homme, de son statut prééminent et hautement respecté et respectable, comme élément dominant de la société. Erajal Makayita Apsh. L'homme n'est jamais négligeable ou de seconde qualité, dit-on en marocain populaire. C'est ce qui a fait le lit, si on peut se permettre ce mot dans le contexte, du machisme, au détriment de tout ce qui est féminin. L'hypothèse du mâle dominant conduisant la horde primitive est non seulement probablement vraie, mais de surcroît instinctive, si on fait une comparaison avec les mœurs des singes supérieurs comme les bonobos, gorilles, les chimpanzés, les orang-outans au comportement assez comparable à ceux de l'homme. 4. Psychologie et psychanalyse de l'agressivité. Succinctement, en psychanalyse, l'agressivité est comprise comme la manifestation des pulsions de vie, libido et de mort, thanatos, selon la théorie des pulsions de Freud. Dans la sexualité, la pulsion destructrice prend le dessus lors de la désunion, déclenchant l'agressivité. La psychologie cherche à identifier les bases de l'agressivité en étudiant les stimuli déclencheurs de l'agressivité ou de la colère, comme la privation de mouvement, de nourriture ou de boisson et les interdictions en général, sachant que l'hyperstimulation et les excitations trop fortes, effet de la chaleur, du bruit, de l'humidité, seraient source d'irritabilité et d'agressivité, déclenchant entre autres les drames urbains. L'agressivité est une modalité générale du comportement des vivants, particulièrement de l'être humain, qui se reconnaît à des actions où la violence est dominante, s'exprimant à l'égard des congénères en hétéro-agressivité. Déviée de sa voie primitive, elle peut se manifester contre des objets et même se retourner contre soi en auto-agressivité, ressort inconscient des suicides et des pratiques de mutilation ou d'automutilation rituelle ou pathologique. Mais, les femmes ont subi infiniment plus de mutilations que les hommes. La différence entre agressivité et dynamisme tient aux orientations possibles, destructrices ou constructives, positives ou négatives. La langue anglaise désigne une personne dynamique par aggressive person. L'effort exceptionnel pour se surpasser et se dépasser, et du dynamisme, devenant de l'agressivité dans la tentative de diminuer ou de détruire l'autre. Après 1919, et notamment dans Au-delà du principe de plaisir 1923, Freud introduisit l'idée d'une pulsion de mort, thanatos, opposée aux pulsions de vie, eros. L'une comme l'autre violence de vie et de mort, interagit en permanence en l'être humain. Être homme, c'est se sentir inférieur, dit Adler, l'un des 3 pères fondateurs de la psychanalyse. La compensation du sentiment d'infériorité ontologique, principal problème pour l'homme, est de le dépasser. Garçon chétif, Johnny Weissmuller, 1904 à 1984, devint plusieurs fois champion de natation, puis acteur célébrissime quand il joua Tarzan au cinéma. Le dynamisme ne serait qu'un comportement de compensation, pour combler déficits et limitations physiques. L'agressivité est une compensation exagérée au sentiment d'infériorité, et un comportement pour dépasser ses manques. Ce phénomène pourrait se décrire chez des personnes et des sociétés à différents moments et rapports de force, comme par exemple, pour combler les retards économiques dépassés dans le dynamisme collectif, en Chine ou en Inde, forces économiques du XXIe siècle. Erich Fromm, psychanalyste humaniste et sociologue marxiste, prenait l'adaptation de la psychanalyse à la dynamique sociale à partir d'une interprétation de Marx. La part instinctuelle diminue chez l'homme au profit d'un comportement qui tend à s'individualiser dans la résolution du problème fondamental, l'union au monde dans la liberté positive du dynamisme et celle négative de l'agressivité, amour et haine, confiance et méfiance, créativité et destructivité. Le phénomène psychologique du nazisme et des totalitarismes, extrême adhésion à une extrême agressivité globale, à partir des idées de peur et d'évitement de la liberté,
dans la destructivité, la haine et la surconsommation, est un mode d'agressivité totale. René Girard a introduit la notion de violence mimétique et de victime émissaire, en formulant sa théorie du sacrifice et des rites. Les femmes auraient été ainsi jusqu'à la révolution féministe, des boucs émissaires sacrifiés dans des rites très nombreux et très codifiés. La fonction du sacrifice est de détourner la violence sur une victime, un bouc émissaire, qui la canalise. Elle est alors fondatrice du rite constitutif du social. Les conduites rituelles et sacrificielles trompent la violence en la détournant sur d'autres objets, des victimes de rechange. Ainsi, la violence de la rivalité des désirs est-elle empêchée d'éclater. Dans les sociétés développées, c'est le système judiciaire qui tient lieu du rite et du sacrifice, organisant, limitant, en même temps dissimulant la vengeance sous ses fonctionnements rationnels et impartiaux. La femme a été de tout temps sacrifiée, c'est-à-dire assassinée, symboliquement d'une façon ou d'une autre. Dans les mythes, Iphigénie est tuée pour calmer la déesse Artémis. La femme adultère était souvent lapidée, dans quasi toutes les civilisations méditerranéennes. Les mères en culture arabe se sacrifient systématiquement quand elles sont veuves pour élever leurs enfants. Elles ne se remarient pas, mais elles pouvaient être remariées de force quand elles étaient de jeunes ou très jeunes veuves. La sexualité devenait proscrite pour les veuves, alors que l'homme, quel que soit son âge, se remariait et se remarie fréquemment, très peu de temps après avoir perdu sa femme. On dit qu'il repère une épouse possible au milieu des femmes venues assister aux funérailles, et que sa peine ne ressemble qu'à un coup violent qu'il aurait heurté sur son coude, douleur très forte et très rapide à disparaître. La chasteté de la veuve durait toute sa vie. C'est une injustice sexuelle exceptionnellement cruelle, quand on sait qu'un divorcé ou un veuf, même à 90 ans, se remarie quasi systématiquement et est même encouragé par sa famille et par la société pour qu'une femme, beaucoup plus jeune, prenne soin de lui. Un homme en société arabe usera de plusieurs femmes dans sa vie. Les bonnes sur lesquelles il apprend la sexualité, les prostituées, pour son plaisir sexuel immédiat, les épouses. Le statut de coépouse est en soi un problème pour chacune des épouses, et les femmes qu'il répudiera, rejetées comme des déclassées absolues de la société, liées dans l'esprit de tous à des prostituées potentielles. On comprend intuiter qu'une femme divorcée est un déchet social, sacrifiée pour que les autres femmes jouissent d'un statut honorable. Il existe indéniablement des traces de la sauvagerie animale chez l'être humain. Pour que l'amour soit possible, il faut nécessairement haïr les mêmes choses ensemble et tout regroupement social ne peut exister que par réorientation de l'agressivité interindividuelle contre un ennemi commun, nation contre nation, classe supérieure contre inférieure, syndicat contre patronat, parti politique contre l'autre, équipe contre l'adverse, etc. On peut considérer l'agression intra-espèce, dans la situation culturelle historique et technologique humaine actuelle, comme dangereuse, car elle n'a pas désamorcé l'agressivité et les conflits considérés comme inhérents à l'espèce. La violence est-elle synonyme d'agressivité, et réciproquement ? C'est ce qu'il faut analyser aussi à travers le concept de violence. La violence est une des caractéristiques de l'espèce humaine. Elle devra disparaître avec les progrès réalisés, même si pour le moment, elle s'exaspère et n'a jamais été aussi effroyable qu'au XXe siècle car les moyens de la violence sont devenus terrifiants de puissance. On doit se référer aux autres concepts psychologiques pour comprendre encore davantage la violence humaine, terme quasi générique et même assez vague car il ne traduit que par parcelles l'état violent de la personne violente dans un concert de violence. Les motivations de la violence sont l'objet de vifs débats dans les champs scientifiques, juridiques, philosophiques et politiques. Au XIXe siècle, l'évolutionnisme pragmatique darwinien a joué un grand rôle. Les principales approches explicatives procèdent à partir de la nature de l'animal humain, dans le cas de l'anthropologie et de la psychologie, ou à partir de ses conditions sociales d'existence, en sociologie. Les psychologues cherchent à identifier les bases de l'agressivité, en étudiant les stimuli déclencheurs de l'agressivité ou de la colère. Il est important de savoir que des femmes meurent en grand nombre tous les ans, même dans des sociétés très évoluées comme la France, l'Espagne, l'Italie où plus de 100 femmes meurent chaque année dans chacun de ces pays, sous les coups de leur mari ou compagnon. Dans l'approche de beaucoup de spécialistes, la plupart des personnes adoptant des comportements de prédation et ou de violence sont des sociopathes ou bien ils ont une problématique sociale et ou économique.
D'autres approches, en éthologie appliquée à l'espèce humaine, et certains chercheurs, dont Konrad Lorenz et beaucoup de behavioristes, estiment que les personnes adoptant des comportements de prédation et ou de violence ne le font pas forcément par manque de ressources, d'éducation, d'émotion ou d'empathie. Les séducteurs et les manipulateurs par choix narcissique, dans le principe du plus grand plaisir et ou de la plus grande facilité-rentabilité. Les points de vue les plus extrêmes affirment que ces comportements seraient génétiquement inscrits et héréditaires. Boris Cyrulnik et les cognitivistes nuancent ces points de vue et récusent tout héritage génétique de la violence. Les neurophysiologistes distinguent des types d'agressivité différents selon les circuits neurologiques. Mais alors pourquoi les femmes sont-elles moins violentes que les hommes et qualitativement et quantitativement ? On a voulu expliquer la violence masculine par la différence hormonale. La testostérone serait une condition d'apparition de la violence chez les hommes, l'œstrogène et la progestérone chez la femme sont dites celles de l'amour et de la maternité. Ces relations entre agressivité et base biologique sont confirmées par les manipulations pharmacologiques de l'agressivité. Les tranquillisants et médicaments des dérèglements de l'humeur constituent un aspect du contrôle à grande échelle de l'agressivité dans les sociétés contemporaines. Les penseurs qui reconnaissent dans l'être des principes de contradiction ou de négativité admettent la réalité de la violence. Ainsi Héraclite d'Éphèse, fin 6e début 5e siècle AV. J.C. affirmait la nature antagonique de l'être traversé et animé par le conflit polémos. Les philosophies de la vie font elles aussi une place à la violence, la considérant comme indissociable des actions par lesquelles le vivant s'affirme dans son milieu contre les agressions qui en viennent ou face à la rivalité des compétiteurs, comme principe de l'évolution conçue comme lutte pour la vie et sélection des mieux armés. Les recherches statistiques révèlent une corrélation entre auto-agression suicidaire et agression tournée contre autrui, comme si une même agressivité pouvait se tourner soit contre le sujet, soit contre l'extérieur. Les recherches sur les enfants martyrs ou les femmes battues permis de savoir l'importante quantité de violence qui circule au sein de la cellule familiale et la manière dont elle agit sur ces enfants élevés dans une telle atmosphère. La violence des rapports entre les deux sexes, le viol ou les agressions sexuelles contre les enfants les perturbent fortement et obèrent toute la qualité de leur vie d'adulte. Les sociologues ont souligné l'importance du conflit, agissant souvent comme forme de socialisation. La violence a des fonctions diverses, comme l'intégration au groupe, l'élaboration de valeurs nouvelles, la résolution des tensions et la création de nouveaux équilibres. Dans le changement social, la violence peut aider l'individu à s'affirmer ou jouer comme signal de danger ou aider à résoudre avec succès conflits et problèmes. La violence infeste les populations défavorisées, où l'usage de la force peut être souvent légitimé par ses usagers. Historiquement, il l'a souvent été. Le violent peut agir sciemment, avec préméditation, afin de commettre un délit, un vol, un kidnapping, etc. Le traitement juridique et social de l'agression devient nécessaire. La légitime défense est invoquée quand une victime de violence se défend par la force, lorsqu'un groupe humain, ethnique, social ou religieux, est appelé à défendre ses droits ou ses convictions au nom d'une idéologie ou d'une foi. L'usage de la force peut ne pas être légitimé dans la violence gratuite, acte motivé par des causes psychiques internes, le traitement psychiatrique du violent devenant nécessaire et obligatoire pour garder la personne en société. On retrouve l'élément d'imprévisibilité dans l'idée d'insécurité, qui correspond à la croyance, fondée ou non, que l'on ne peut plus être sûr de rien dans les comportements quotidiens. Mais c'est surtout sa grégarité et le manque d'espace qui fait de l'homme un loup pour l'homme. La violence et l'agressivité la plus perverse sont celles que les hommes exercent entre eux et vis-à-vis des faibles et des plus faibles. C'est ainsi que les femmes, plus faibles physiquement, ont été durant des siècles les victimes naturelles des hommes plus forts et plus violents par nature. Malheureusement, il y a des moments où la violence est la seule façon avec laquelle on peut assurer la justice sociale. Sinon, c'est le chaos, la transgression, qui utilise la violence imprévisible vers un dérèglement absolu. C'est l'hubris des Grecs anciens, tout ce qui dans la conduite de l'homme était considéré par les dieux comme des mesures d'orgueil et qui provoquaient leur vengeance. La violence. La vérité n'est jamais le produit d'une bonne volonté préalable, mais le résultat d'une violence dans la pensée. La violence est aussi un phénomène humain.
Tous les abus insupportables sont de la violence. La violence, pulsion de mort, désintègre les unités vivantes en les ramenant à l'état inorganique, donc. C'est aussi un phénomène vital, général. Et parfois on peut se faire violence. L'agressivité reste contenue jusqu'à ce qu'une cause la déclenche en violence, synonyme d'agressivité, et réciproquement. Il faut donc analyser le concept de violence. La violence, ce nom commun, féminin, est un terme général employé pour décrire un comportement agressif, non amical, non pacifiste, une contrainte imposée à autrui qui provoque la douleur, la peine. Impétuosité, force non contenue et canalisée, c'est la violence des vents, de la tempête, etc. On parle aussi de violence du mal, de la douleur, du caractère, des passions, des paroles, du discours. La violence est une force dont on use ou avec laquelle on agit contre le droit commun, les lois et la liberté publique. Les différentes formes de violence sont très nombreuses. La violence caractérise les humains. On doit se référer à la psychologie pour comprendre davantage la violence humaine, terme quasiment générique, assez vague, car il ne traduit que par parcelle l'état violent de la personne violente dans un concert possible de violence. Mais toutes les explications ne sont qu'un montage d'éléments qui n'ont pas grande force de démonstration. La violence des femmes mériterait également une analyse à faire systématiquement, car il est certain que la violence existe aussi dans le sexe féminin. D'ailleurs, l'histoire compte un grand nombre de femmes violentes. Agrippine dans l'Antiquité, Hershebé Báthory au XVIIe siècle, Catherine de Russie, etc., sans compter les figures symboliques et imaginaires féminines de la plus extrême cruauté, personnages de la mythologie, atrocement agressifs tels les Gorgones, Érynie, Furie, etc. Les pensées qui reconnaissent dans l'être des principes de contradiction ou de négativité admettent la réalité de la violence. Les philosophies de la vie font elles aussi place à la violence indissociable des actions par lesquelles le vivant s'affirme dans son milieu contre les agressions qui en viennent ou face à la rivalité des compétiteurs, comme principe de l'évolution conçue comme lutte pour la vie et sélection des mieux armés. Plus grave, des hypothèses quasiment eugéniques déclarent que ne vivent que les organismes, y compris humains, les plus forts, est-ce à dire les plus violents ? La violence a des fonctions diverses, intégration au groupe, élaboration de valeurs nouvelles, résolution des tensions et création de nouveaux équilibres. Dans le changement social, la violence peut aider l'individu à s'affirmer ou jouer comme signal de danger ou aider à résoudre avec succès conflits et problèmes. La violence gère les populations défavorisées, où l'usage de la force peut être légitimé. Historiquement, cela a souvent été prouvé. L'Égypte est exemplaire quand les frères musulmans ont voulu reconduire le président élu par leur vote et qui avait été déchu de force, pour incompétence, le 3 juillet 2013. Les femmes et les enfants étaient dans les rangs des manifestants pour le reconduire, les frères musulmans, longtemps réprimés, s'exprimèrent avec force, sinon avec violence pour certains d'entre eux. La violence et l'agressivité la plus perverse sont le plus souvent exercées contre des faibles et contre les plus faibles. Les femmes, jugées plus faibles que les hommes, ont été leurs victimes naturelles. Peut-être que leurs corps ont été rendus plus faibles par les coercitions exercées sur eux. Ainsi, pendant des siècles par exemple, les femmes arabes ont été strictement enfermées, recluses dans leurs habitats dans les villes au moins. On devrait se poser la question de savoir comment leurs organismes se défendaient contre l'absence de soleil, nécessaire à l'ossature à travers l'assimilation de la vitamine D grâce au rayonnement ultraviolet, à leur musculature, à leur résistance vis-à-vis des grossesses et des maternités. La mortalité maternelle était extrêmement élevée jusqu'à la médecine moderne. La question est facile à résoudre concernant l'affaiblissement du corps féminin. En bandant les pieds des Chinoises, on les empêchait non seulement de quitter leur maison, mais en plus, d'avoir des muscles de bonne qualité, leur organisme étant quasiment paralysé et n'effectuant que de petits pas, ce qui semblait le comble de la féminité. Malheureusement, souvent, la violence est la seule façon d'assurer la justice sociale. Peut-être faut-il invoquer la Révolution française en 1789, qui a flambé, quand les femmes et leurs bébés dans les bras ont été fusillés par la répression royaliste. Ce fut le détonateur et la cause de la violence du démarrage de cette révolution qui a établi les droits de l'homme dans le monde, après ce carnage et tous ceux qui s'en sont suivis. Analyse thématique de la violence. Généralité.
1. Paléontologie et anthropologie, début de l'histoire de la violence. 2. Éléments de philosophie sur la violence. 3. Éléments de sociologie. 4. Violence et politique. 5. Violence en psychiatrie, violence et folie. 6. Violence en psychanalyse. Généralité. Il y a une infinité de formes de violence, certaines entraînant la mort sans intention de la donner, des violences entraînant une mutilation ou une infirmité permanente, des violences psychiques qui ont tué à jamais la personnalité de la personne violentée, le caractère et la force de vie de certains individus extrêmement sensibles ou intelligents, qu'ils soient hommes ou femmes, etc. Une définition objective, faisant prévaloir les faits sur les normes, de manière à ne pas privilégier le point de vue de la légalité et à appréhender toutes les formes de violence, quel que soit le jugement porté sur elles, est difficile à faire. Le problème est qu'il ne faut pas seulement appréhender des actes de violence aux contours et aux effets définis, mais aussi des situations ou états de violence. Une définition possible serait alors: il y a violence quand, dans une situation d'interaction, un ou plusieurs acteurs agissent de manière directe ou indirecte, en une fois ou progressivement, en portant atteinte à un ou plusieurs autres à des degrés variables, soit dans leur intégrité physique, soit dans leur intégrité morale, soit dans leur possession, soit dans leur participation symbolique et culturelle. Y. Michaud, violence et politique. La violence n'est splendide et remarquable que dans le seul fait des naissances animales et humaines, et c'est bien le seul cas de sa beauté, violence nécessaire pour que la vie se prolonge. La violence n'est jamais positive ou belle ou constructive. Dans le meilleur des cas, elle est inévitable car elle est naturelle, comme les volcans, les tremblements de terre, les tsunamis, les ouragans, la foudre, les tempêtes en mer, les éléments déchaînés. La violence opère par un nombre infini de modes, par privation et contrainte, vol, destruction de propriété, contrainte, enfermement, séquestration, enlèvement, etc., privation d'autonomie, confiscation de revenus, de véhicules, etc., volonté d'aliénation, aliénation économique, administrative, etc., etc. Il ne s'agit pas de faire l'analyse réellement approfondie d'un phénomène aussi universel, celui de la violence et des violences, mais de donner quelques aperçus contribuant à sa compréhension pour le thème central de cet ouvrage, la violence à l'encontre des femmes. La violence est impossible à réduire à une seule définition ou signification. Une question est inévitable. Vivons-nous à une période particulièrement violente ? Il semble que ce soit la réalité, ce qui complique l'explication des relations de la femme à la violence, qu'elle la subisse ou même qu'elle l'exerce, car rien dans la progression du temps n'améliore intégralement la condition féminine. Ou si elle s'améliore, dans l'ensemble, il reste beaucoup à faire pour donner aux femmes la pleine émancipation d'elles-mêmes, la gestion personnelle de leurs droits et devoirs, tout en sachant que la violence qui reste exercée sur elles, partout dans le monde, est le principal indicateur de la différence imposée aux femmes dans le sens de leur infériorité, et de ce fait de leurs conditions de vie beaucoup plus dures que celles des hommes. Cette tendance est universelle, et c'est cette universalité de la condition péjorative de l'existence des femmes qu'il faut démontrer pour que quelque chose change vraiment dans l'humanité. La tendance actuelle à tout dénoncer n'entame pas les vrais problèmes des femmes et des rapports hommes-femmes. Il n'y a qu'une sorte de maquillage sur des faits très souvent odieux et délétères. Patiente consultée à mon cabinet le 12 août 2013, mère de 3 enfants, celui de 12 ans qui s'est interposé entre elle et son père a eu une déchirure du cuir chevelu et un traumatisme crânien. Elle n'a pas porté plainte. La violence peut être retournée contre soi-même, dans le fait d'accepter des tâches écrasantes et souvent inutiles. La violence frappe souvent des femmes masochistes dont la construction psychologique, faite de passivité car imposée dans l'éducation pendant toute l'enfance, est celle de personnalités abandonniques, habituées à supporter des comportements agressifs dans leur milieu, la passivité étant toujours induite par les coups comme un dressage féroce à l'obéissance. L'approche d'une définition qualitative et quantitative de la violence est-elle possible ? On peut décrire la violence de façon multiple. Elle existe même dans le langage. Les expressions « faire violence à quelqu'un »,« faire violence à la loi », à un texte, « se faire violence » en disent long sur l'intimité, même linguistique, qu'a l'être humain avec la violence. Un élément nouveau dans le monde actuel est celui de la communication,
omniprésente partie des sociétés occidentales, diffusant au monde entier. La médiatisation de la violence, devenue l'un des sujets de choix de la télévision et des films, des jeux électroniques, des bandes dessinées télévisuelles comme les mangas, etc. Non seulement la violence est un bon sujet pour les médias, mais elle est un enjeu de communication entre adversaires. La violence est devenue une forme artistique avec le cinéma. Films de Bruce Lee, Martin Scorsese, films policiers, films historiques avec reconstitution de batailles, combats, exécutions. Le premier chef-d'œuvre ayant pour thématique centrale la violence a été sans conteste Orange Mécanique, film britannique d'anticipation de Stanley Kubrick, 1971, adapté du roman d'Anthony Burgess, 1962. Il est une satire de la société moderne et une vision d'une cité urbaine anglaise où les jeunes ont pris le pouvoir futuriste, très violent, drôle et parfois dramatique. Alex Delarge, jeune délinquant passionné de musique de Beethoven, obsédé par le sexe, adepte de l'ultra-violence, a une bande, les drogues ou droguis qui s'expriment en argot et boivent un lait dopé. Errant dans la ville, enchaînant passage à tabac, viols et affrontements avec bandes ennemies, ils font un cambriolage qui dégénère en meurtre. Trahi par ses fidèles drogues, Alex, arrêté et condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Après 2 ans, pour sortir de prison, il se porte volontaire pour tester une thérapie révolutionnaire, dans le cadre d'un programme expérimental d'éradication de la délinquance, basé sur un déconditionnement l'amenant à associer certains stimuli, des scènes de violence ou de sexe projetées sur un écran qu'il est forcé de regarder, aux douleurs provoquées par les drogues du traitement qu'on lui administre. Remis en liberté, il est totalement inadapté et sans défense face à la société, rencontrant 2 de ses anciens droguis, reconvertis en policiers depuis son arrestation, qui vont tous profiter de son impuissance pour le violenter. La Passion du Christ, film américain, retrace les dernières heures de la vie de Jésus entièrement tourné dans les langues parlées en Judée au 1er siècle, araméen, hébreu et latin. Succès mondial, il fut l'objet d'une très vive critique sur le réalisme, atroce scène du supplice, du spectacle de la violence, montrant les 12 dernières heures de la vie de Jésus, les plus intenses, s'achevant par sa montée au calvaire et sa crucifixion dans des tableaux sanglants insupportables. Aujourd'hui, les films d'horreur sont d'une cruauté extrême et insupportable, comme Massacre à la tronçonneuse et tant d'autres. Le silence des agneaux a une charge de violence intolérable. Les Infiltrés, de Martin Scorsese est d'une brutalité inouïe, faisant nager le spectateur dans un bain de sang. Zéro, film du Marocain Nourdine Lakmari, 2012 est un film d'une violence utile. Comme Orange Mécanique, il démonte scrupuleusement la violence féroce des sociétés archaïques où règne la loi du père et celle des plus forts au détriment de toute humanité. L'expression de la violence dans un art aussi moderne que le cinéma est en réalité une expression en geyser de ce que l'humanité porte en elle de violence depuis toujours, mais qui est aujourd'hui démultipliée par les armes mêmes de la modernité, armes réelles, symboliques et imaginaires, y compris celles de l'art. La violence est une force intense, impétueuse, souvent incontrôlable, c'est aussi la brutalité, l'emportement, la fougue, l'impétuosité, la véhémence, l'abus de la force, la contrainte exercée sur une personne pour obtenir un acquiescement, par exemple à un acte juridique, ce sont des sévices, c'est le caractère de tout ce qui est forcé. C'est le caractère de toute injustice est violence. La violence est le caractère de ce qui est violent, ou celui d'une personne violente. La violence est donc un terme général employé pour décrire un comportement agressif, non amical, non pacifiste, une contrainte imposée à autrui qui provoque la douleur, la peine. Impétuosité, force non contenue et canalisée, c'est la violence des vents, de la tempête, etc. Celle du mal, de la douleur, du caractère, des passions, des paroles, du discours. La violence est une force dont on use ou avec laquelle on agit contre le droit commun, les lois et la liberté publique. Faire violence signifie contraindre, forcer. On parle d'action violente faisant intervenir le caractère actif, cet affailleur déterminé par le sujet qui exerce la violence ou le caractère inconscient qui fait intervenir une violence pulsion irrépressible et de nature à. Toute personne persécute si elle ne peut convertir. La violence est aussi ce qui ne parle pas, et son sens est multiple, voire diffluent. Parfois, rien ne peut arrêter la violence. La culture remédie en diminuant l'hypocrisie et en accroissant la connaissance de soi, renforçant la tolérance.
On peut reporter sur autrui le tort et la violence que l'on fait à sa propre nature, ou au contraire, les contenir jusqu'à l'insupportable en soi. La violence se retrouve partout dans la vie de l'être humain, à sa naissance, dans l'éducation, dans le milieu domestique, dans la cité, dans tous les lieux d'enfermement, prisons, collectivités, écoles, hôpitaux, usines, casernes militaires, milieux religieux vivant en congrégation, etc. Les incivilités avec violence sont représentatives de la forme de communication d'un pays. Pour un anthropologue, le lieu d'observation privilégié en serait une file d'attente dans différentes grandes métropoles, Londres, New York City, Paris, Rio de Janeiro, Johannesburg, Casablanca et autres. Les mégapoles, caractéristiques du monde moderne, Mexico par exemple, compte au moins 20 millions d'habitants, contiennent une très grande violence, aux mains de réseaux de banditisme, de mafias, de ripoux, de groupes de délinquants, de dealers de drogue, de cartels et de personnalités pathologiques comme les chefs de gang ou de voyous de quartier. Les favelas, les bidonvilles, les vecindades au Mexique, les slums en Inde, sont un vivier de toutes les violences, dans une humanité mal logée, faisant trop d'enfants analphabètes, pauvres, sans eau, sans électricité, n'ayant accès à aucune possibilité de promotion sociale ou personnelle. C'est une caractéristique du tiers-monde mais aussi du quart-monde, ces franges effroyablement pauvres comme le Bronx à New York ou les taudis des faubourgs des villes d'Europe. La violence dans les quartiers pauvres et défavorisés est la règle, partout dans le monde, et les filles et les femmes en sont toujours les victimes les plus sacrifiées. Au sens le plus immédiat, la violence renvoie à des comportements et à des actions physiques, employant la force contre quelqu'un, avec les dommages que cela entraîne, prenant sa qualification en fonction de normes qui varient historiquement et culturellement. Ces variations sont extrêmes en fonction des ethnies, des pays, des religions, des formes de gouvernance. S'il y a des faits qu'on s'accorde à considérer comme violents, torture, exécution. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.